Je pense que l'Île-de-France peut faire rêver si effectivement elle accompagne les grandes mutations, les grands besoins de la société. Smart ou rien? Je dirais smart et durable. Vous vivez en Île-de-France, vous avez peut-être eu envie de tout plaquer, vivre au vert, aller chercher une autre qualité de vie ou déménager le siège de votre entreprise. Mais l'Île-de-France, elle, déploie ses arguments. La région la plus riche de France veut devenir la première smart région d'Europe. Comment œuvre-t-elle pour retenir ses habitants et ses entreprises? Au Conseil régional d'Île-de-France, on mise tout sur le numérique. Bernard Giry est conseiller numérique, innovation et recherche pour la région. Portrait. Bernard Giry est diplômé de l'Institut d'études politiques de Lyon en économie et en management des collectivités locales. Autant dire que son engagement au service des territoires est une véritable vocation. Il est depuis 5 ans conseiller régional au sein de l'équipe de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qu'il conseille sur l'action numérique, l'innovation et la recherche. Tour à tour directeur d'une collectivité locale, puis chef d'entreprise dans le domaine des industries créatives, Bernard Giry se dit passionné par l'innovation et le développement des territoires durables et intelligents. Il souhaite que sa ville, Gentilly, devienne une référence en la matière. Bernard Giry porte aujourd'hui une belle ambition pour l'Île-de-France et son million d'entreprises, puisque le Conseil régional souhaite en faire la première smart région d'Europe. Bonjour Bernard Giry. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de Way. Aujourd'hui, Paris perd 11 000 habitants par an. Pourquoi ont-ils tort de partir? Qu'est-ce que vous leur dites? Alors je leur dis que Paris, c'est pas uniquement la région Île-de-France. Paris, c'est 2 millions d'habitants sur 12 millions d'habitants en Île-de-France. Et l'Île-de-France offre aussi des territoires très contrastés, des très beaux parcs naturels régionaux, des endroits où finalement on a envie de retrouver un peu de nature, des lieux pour travailler, des lieux connectés. Donc on leur dit, oui, vous pouvez bouger un peu de Paris, mais en n'allant pas très loin, vous avez sans doute des choses que vous vous attendez. D'ailleurs, les chiffres disent eux-mêmes ce paradoxe, puisque si Paris perd des habitants, l'Île-de-France, elle, a gagné 254 000 habitants en 5 ans. On va d'abord dresser un portrait de cette Île-de-France dont vous parlez et qu'il ne faut pas confondre avec justement la métropole parisienne. C'est une région capitale, c'est une région poids lourd, mais très contrastée. Vous allez le voir avec Christian Roudot. Attention à une vision un peu trop carte postale de l'Île-de-France. La densité urbaine est certes très forte dans la région la plus peuplée de France, 12 millions d'habitants. C'est presque 20% de la population française concentrée sur seulement 2,2% du territoire. Mais il ne pousse pas que du béton sur le sol francilien. L'Île-de-France, c'est 75% d'espaces agricoles, forestiers et naturels. Vous vous souvenez, le fameux grenier à blé de la France. Avec un bassin de 6,4 millions d'emplois et 1 million d'entreprises, l'Île-de-France produit à elle seule près d'un tiers de la richesse nationale. Mais question revenus, tout le monde n'en profite pas de la même façon. La région abrite à la fois le département le plus riche et le plus pauvre de l'Hexagone. Alors question post-Covid, l'Île-de-France est-elle en perte de vitesse? Eh bien pour l'heure, la région capitale garde son pouvoir d'attraction, plus 254 000 habitants en 5 ans. En revanche, Paris perd 11 000 habitants par an. Mais la moitié des partants restent en Île-de-France où, oui, il est possible de se mettre au vert. Bernard Giry, terre pleine de paradoxes, pleine de contrastes et qui se développe à 2 vitesses. Alors vous, au Conseil régional, vous parlez d'une Silicon Valley, mais comment faire pour que cette région capitale extrêmement puissante économiquement profite à tout le monde? Comment embarquer tous les franciliens? C'est vrai, vous avez raison, il y a un vrai enjeu, il y avait un certain nombre de fractures en Île-de-France, et je crois que c'était tout le sens de l'action de Valérie Pécresse depuis 5 ans d'essayer de les réduire. Présidente de la région. Présidente de la région Île-de-France. On a voulu en fait donner les chances à tout le monde sur 2 axes. Un, sur cet axe du numérique. Quand nous sommes arrivés, il y avait seulement 30% en 2015 qui avaient la fibre optique à la maison. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 90% des foyers. Nous avons effectivement investi, je crois, plus de 100 millions d'euros pour câbler, fibrer ces territoires ruraux et leur permettre de travailler. Donc je crois que c'est un des premiers axes, c'est d'offrir, et on l'a vu dans cette crise Covid, l'importance du numérique, de pouvoir avoir cette connexion, de pouvoir travailler, de pouvoir développer des entreprises. Et oui, cette couverture Wi-Fi, c'est évidemment la base. Il y a encore la Seine-et-Marne, je crois, qui est encore un peu à la traîne, qui est un
territoire très rural. Ce sera complètement fini en 2023. C'est vrai que le territoire de la Seine-et-Marne, c'est quasiment la moitié de l'Île-de-France, des communes très rurales. C'est presque 1,5 million d'habitants. Hein, tout à fait. Et donc c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu d'aller jusqu'au bout des petits villages, et on pense que ça va mettre jusqu'à la fin 2023, alors que le reste de l'Île-de-France, d'ici fin 2021, devrait être connecté. Et à l'heure de l'arrivée de la 5G, quelle est la stratégie du Conseil régional d'Île-de-France sur ce point ? Alors sur la 5G, la région en tant que telle n'a pas de compétences, mais ce que nous disons, nous, c'est qu'il faut à la fois accélérer et rassurer. Accélérer parce que déjà de nombreux pays européens utilisent la 5G, et donc on ne peut pas se mettre à l'écart, surtout dans cette stratégie de relocalisation industrielle. On sait que la 5G est un élément important pour l'industrie du futur. Et rassurer parce que on a besoin d'avoir accès à toutes les données sur la santé, et on sait qu'aujourd'hui les ondes utilisées sont des ondes qui sont globalement les mêmes que la 4G, mais que d'ici 3 ans on va utiliser des ondes millimétriques, et donc on a encore 3 ans pour continuer à faire des études sanitaires sur ces ondes millimétriques. Alors le plan #leader, c'est un plan qui s'étale sur 5 ans, 2017-2021, et qui a pour ambition, on le disait, de faire de l'Île-de-France une smart région. Mais puisqu'on parlait des fractures, encore faut-il que ce soit une smart région pour tous. Comment vous réduisez ces fractures? Comment vous simplifiez, vous améliorez la vie concrète, quotidienne de tous les Franciliens? Peut-être 2 exemples. Le premier, c'est l'éducation. On sait que l'éducation est un élément clé pour réduire ces fractures. Et donc, nous avons décidé de donner accès à l'ensemble des élèves d'Île-de-France à un ordinateur portable ou à une tablette. Donc c'est sans doute un déploiement massif, puisqu'on a distribué environ 400 000 ordinateurs et tablettes à tout le monde. On a fait ce choix-là de se dire, étudier sur un smartphone, c'est quand même pas l'idéal. On sait que beaucoup d'élèves en ont, mais aujourd'hui on ne peut pas travailler comme ça. Et encore plus aujourd'hui où on est dans une éducation distancielle, semi-distancielle. Donc ça a été un premier élément. Évidemment, derrière, autour de cet outil, c'est l'ensemble du lycée qui évolue. Ça veut dire mettre du très haut débit. Simplement, on parlait de fracture. Quand nous sommes arrivés, 100% des lycées parisiens avaient du très haut débit. Moins de 20% des lycées des 7 autres départements avaient du très haut débit. Le Wi-Fi était interdit par nos amis écologistes. Et donc aujourd'hui, nous avons décidé de 100% des lycées franciliens auront le Wi-Fi à la rentrée. Donc un axe assez fort sur l'éducation. Sur le travail aussi, les workplaces, vous avez mis en place une plateforme. En quoi cela peut améliorer les conditions de travail ? On a mis effectivement 2 choses. On a à la fois un outil qui permet d'identifier tous les lieux, les tiers-lieux, les lieux de coworking, les Fab Labs en Ile-de-France. Et en parallèle, on soutient aussi leur création et leur financement à hauteur de 30-35% d'investissement. Et on a soutenu plus de 140 tiers-lieux. Essentiellement en Grande Couronne, parce qu'on voit bien là aussi que énormément de tiers-lieux, de lieux de coworking sont dans Paris. Mais si on veut réduire les temps de trajet, si on veut faciliter le travail à proximité de chez soi, si on veut télétravailler ailleurs que chez soi, il faut qu'on ait un réseau de tiers-lieux partout. Et c'est ce qu'on a essayé de recenser dans cette plateforme pour le rendre visible. Et le site IDF Smart Service, alors là c'est de l'agrégation de data. En quoi cette agrégation de data, encore une fois, peut améliorer la vie quotidienne, concrète des Franciliens? Alors continuons sur l'exemple des tiers-lieux, parce qu'on a créé environ 25 services. Toutes les informations, c'est où sont ces tiers-lieux, à quelle heure ils sont ouverts, quel type de service ils proposent, quel est le prix, etc. Et donc tout ça est agrégé autour d'une carte, d'un outil de consultation Internet, un service tel qu'on peut en trouver sur d'autres secteurs. Et avec ces outils, diriez-vous que vous êtes en avance? Est-ce que ça sert de modèle, par exemple, pour d'autres régions? On a effectivement essayé de trouver notre propre modèle. En 2017, on a fait un peu un benchmark. On est allé visiter des capitales, Singapour, etc. pour se dire, mais c'est quoi une smart région? Comment aller plus loin? On a vu qu'il y avait beaucoup de smart cities. Et donc, il y avait leur propre modèle de gestion. Mais sur les régions, il a fallu l'inventer. Et donc, finalement, on a pris le parti de dire ces 3 axes pour nous. C'est à la fois un double numérique. Donc, c'est-à-dire qu'on a modélisé en 3D 2,5 millions de bâtiments de l'Île-de-France. Et je crois qu'il y aura un vrai potentiel sur l'utilisation de la 3D dans les prochaines années. C'est un agrégateur de données. Avec quel objectif ? Je crois que sur un vrai objectif qui est, vous le disiez, de mieux associer les gens à la consultation des projets urbains. Je pense que la 3D permet de visualiser. Vous avez un nouveau quartier.
comment s'y plonger, quels sont les impacts, comment organiser une co-construction, une co-consultation, et puis derrière pour suivre ce chantier. C'est-à-dire que les Franciliens participent à la co-construction de votre projet? C'est un vrai enjeu pour nous et c'est effectivement un élément clé et fondateur de cette plateforme, c'est de co-construire systématiquement avec des futurs usagers les services qu'on fait. C'est vraiment le sens de la transformation numérique. On parle de user-centric, d'orientation vers l'usager. Il faut que le service public s'intègre aussi et donc on a l'habitude de dire on est un service public et on veut faire du service au public. C'est un peu le sens de la plateforme. Ce qui est très important et ce qui est au cœur tout de même de la puissance de l'Île-de-France comme Smart Région, c'est évidemment son attractivité économique en tout premier lieu. Et je vous propose de remonter un petit peu le temps. Vous allez voir, nous sommes en 1992, gros événement avec l'implantation d'Euro Disney. Après Nantes et Metz, c'est à Montpellier que près de 500 jeunes ont défilé pour tenter la grande aventure d'Euro Disney. Aucune qualification particulière est demandée, simplement une grande motivation pour exercer un des 1200 métiers différents nécessaires au bon fonctionnement d'un royaume de rêve. Quelles ont été vos motivations? Qu'est-ce qui vous a poussé à partir? Le rêve Walt Disney, comme tout, j'ai l'enfance peut-être. Qualifiés ou non, jeunes ou moins jeunes, les Auvergnats ont visiblement étonné les recruteurs par leur motivation et une trentaine de contrats ont été signés aujourd'hui. Ça y est, c'est fait, oui. Alors, sur quelle spécialité? Femme de chambre, tout ce qui est hôtellerie. Et il ne vous fait pas peur de quitter l'Auvergne? Un petit peu, mais je crois que c'est tellement merveilleux que ça vaut vraiment le coup d'essayer, oui. Ça vaut vraiment le coup d'essayer. Voilà, vous voyez ces jeunes qui venaient d'Auvergne. Est-ce que c'est la même chose aujourd'hui? Est-ce que ça fait toujours autant rêver? Je pense que l'Île-de-France peut faire rêver. Elle peut faire rêver si effectivement elle accompagne les grandes mutations, les grands besoins de la société, et en particulier sur la qualité de vie, la qualité de l'air, qualité de l'eau. Et je pense que c'est des sujets sur lesquels on doit pouvoir aujourd'hui travailler, y compris au niveau du tourisme. Et pour que cela reste un poumon économique, il faut attirer les entreprises, mais il faut aussi garder celles qui sont sur le territoire. Je prends pour exemple Dassault, qui a failli partir, hein, et vous avez tout misé sur l'intelligence artificielle. Comment et pourquoi ? C'est vrai que Dassault, sur son ancienne usine d'Argenteuil, a hésité. On s'est battu pour les garder. Ils vont rester à Cergy. Et en parallèle, on leur a dit travaillons ensemble sur l'intelligence artificielle. Et au travers de notre challenge IA pour industrie, IA pour l'industrie. Et donc, on a monté un challenge avec eux. Donc, Dassault met à disposition de start-up des données réelles du Falcon, avec objectif de réduire justement la consommation de cet avion. Et derrière, un certain nombre de start-up et on est en cours, vont proposer des solutions et avec Dassault, on va en choisir une qui va pouvoir travailler pendant 18 mois avec eux. Donc l'IA, la data, c'est vraiment un levier de rétention et de création d'entreprises sur le territoire d'Île-de-France ? Oui, tout à fait. Et je pense on est là aussi, on est un peu un tiers de confiance, quelqu'un qui garantit que ce type de challenge se passe bien. Et on veut faciliter effectivement la circulation de la donnée. On sait qu'une donnée qui reste dans une entreprise a peu de valeur. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle circule et qu'on définisse comment elle circule. Et donc on est un peu là pour aider, puisqu'au final, on va aider l'entreprise, la start-up, à financer cette plan de R&D, ça soit avec Dassault ou d'autres entreprises industrielles, puisqu'on a fait d'autres challenges. Donc ça vaut pour les grosses entreprises qui sont déjà installées, mais à des jeunes créateurs de start-up, par exemple, que vous évoquez. Pourquoi ils choisiraient l'Île-de-France et pas une autre région ? Ils le choisissent déjà beaucoup parce qu'il y a plus de 700 000 étudiants en Île-de-France. Vous avez plus de 160 000 chercheurs en Île-de-France. Donc ça, c'est un vivier de talent. C'est un vivier de talent. Ils sont là, ils ont accès à des nouvelles technologies. Ils sont capables de transférer cette technologie dans des nouvelles entreprises. Donc il y a un potentiel à la fois technique, un potentiel humain qui existe. Et puis il y a aussi un potentiel financier. On les accompagne. On met plus de 50 millions d'euros sur InnovUp chaque année pour aider plus de 500 entreprises dans leurs projets d'innovation. Que ça soit des startups, mais aussi des PME qui veulent se transformer. Et puis récemment, on a aussi ouvert ça aux ETI, qui ont aussi des grandes demandes de transformation numérique. Et donc, on compte aussi sur eux, parce qu'elles sont pas mal réparties, non pas uniquement dans le centre parisien, comme beaucoup de startups, mais sur tous les départements d'Île-de-France. JPEG et Marie-Claude vous écoutent très attentivement. Ce sont nos deux compagnons de Way. Et vous allez voir, ils ont chacun leur Île-de-France, on va dire.
Tu sais, Charlotte, je sais ce qu'il faudrait faire pour inciter toutes les entreprises franciliennes à rester en Île-de-France. Construire des villes à la campagne. C'est bien gentil tout ça, Marie-Claude. Les arbres, les vaches, les petits oiseaux qui font cuicui. Mais pour nous, ouais, l'essentiel aujourd'hui, c'est les tiers-lieux, le coworking, les aides InnovUp, le Pack Intelligence Artificial. Oh, mon JPEG, quelle énergie, quel enthousiasme. Oui, Marie-Claude, mais tu sais, moi je viens du 9-3, alors l'Île-de-France, ça me connaît. Et j'aimerais bien qu'on nous laisse tranquille, avec la Silicon Valley et tout le tout-team. Pour moi, le 21e siècle sera smart, francilien ou ne sera pas. Qu'est-ce qu'il en dit, ton invité, Charlotte? Alors, qu'est-ce que vous en dites, Bernard Giry? Smart ou rien? Je dirais smart et durable, et pas smart ou rien, parce que je crois que c'est les deux axes aujourd'hui qu'on pousse, effectivement. Alors, c'est une vraie question, ça, smart et durable. Il y a des débats. En ce moment, je pense à Europa City, par exemple. On a vu que c'est un projet qui a été rejeté. Pourquoi? Parce que les citoyens, les habitants sont en demande d'un modèle global, où certes, il y a de la performance économique et des emplois, mais où il y a un tissu de vie avec des exigences écologiques, avec une qualité de vie, avec l'enseignement que vous avez évoqué. Comment vous insérez ce projet dans cette exigence-là? En fait, le numérique peut nous aider à mieux comprendre ce qui se passe en matière d'environnement. Je crois qu'on a eu beaucoup de débats. Il y a eu quand on doit, par exemple, fermer les routes en cas de pollution, etc. On pense aujourd'hui qu'on manque un peu de données, et qu'on a besoin d'avoir de la donnée temps réel sur l'environnement. On a besoin de données sur la qualité de l'air, et par exemple, c'est tout le sens du projet qu'on a mené et qu'on mène actuellement, par exemple, avec La Poste. On a équipé plusieurs milliers de voitures de postiers avec des capteurs de pollution qui remontent la donnée temps réel chez Airparif. Airparif, qui avait l'habitude de poser des capteurs à des endroits bien fixes, ben là, tout d'un coup, on se rend compte qu'on est capable de mieux comprendre ce qui se passe, et donc derrière, de mieux agir, et donc de mieux attirer, de renforcer la qualité de vie. Ouais. Et le deuxième élément, c'est qu'on compte aussi sur les citoyens. En parallèle de ces capteurs sur les voitures, on engage une grande campagne où on va aller interroger les franciliens sur leur perception. En fait, on se rend compte... À travers quel outil ça prendra? Pareil, c'est les postiers qui vont aller rencontrer un certain nombre de franciliens. Et on aura à la fois, on va dire, la donnée objective ou scientifique, et à côté, la perception qu'on peut en avoir, ce qui est parfois pas toujours la même chose. Cette stratégie où on met la data et l'intelligence artificielle au cœur de tout, ça vaut aussi pour les mobilités, par exemple, les nouvelles mobilités? Oui, totalement. On est complètement engagé avec Île-de-France Mobilité. On a transformé tout le système de billettique, en tout cas ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on va vers la fin du ticket de métro, annoncé en 2021-2022. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir utiliser son téléphone et d'autres outils pour pouvoir fonctionner plus rapidement. Mais ça veut dire aussi qu'on interconnecte les autres transports. On va pouvoir faire un trajet et peut-être définir quel est son trajet le plus écologique ou le plus rapide, en disant de tel endroit à tel endroit, je vais prendre le train, ensuite je vais prendre un vélo, ensuite je vais finir par marcher à pied, etc. Donc cet enjeu-là, il est vraiment au cœur aussi de la transformation d'Île-de-France Mobilité. Alors, à l'image de dizaines, centaines de jeunes qui se sont rués vers la Californie à un moment donné, est-ce que vous imaginez qu'effectivement, dans 5 ou 10 ans, l'Île-de-France sera une Silicon Valley qui fait rêver les jeunes et qui les attire de la même manière? Je l'espère, en tout cas on y travaille pour. Est-ce qu'on va inventer notre propre modèle? Alors c'est vrai que le modèle Silicon est très connu et donne une idée de ce qu'on veut faire. Quand vous dites vous inventez votre propre modèle, vous avez conscience que vous êtes dans une réelle expérimentation, c'est ça? Oui, parce que je pense que la notion de Silicon Valley est très concentrée à un endroit donné, autour de San Francisco, etc. Là on essaye d'avoir quand même... plusieurs zones. Alors effectivement, on a Paris-Centre qui est très important. On a le développement de Paris-Saclay aujourd'hui, qui est classé 14e université dans le monde, première en mathématiques, etc. Donc c'est un deuxième pôle. On a aussi un autre nouveau pôle qui est autour de Cergy-Pontoise, avec la fusion des écoles, de l'ESSEC et de l'université. Donc on essaye d'avoir plusieurs pôles en Île-de-France qui répondent à cette envie de créer son entreprise, de travailler à côté de chez soi, et d'utiliser, on va dire, tout ce potentiel d'innovation, y compris dans la santé. Je pense que c'est un autre enjeu pour nous. Vous parliez de création d'entreprises. Un axe très fort aujourd'hui sera celui des entreprises autour de la santé.
Merci beaucoup Bernard Giry d'être venu nous parler des ambitions de l'Île-de-France. Merci infiniment d'être venu sur le plateau de Way. Merci beaucoup. Way, ça continue maintenant et tout le temps. C'est quand vous voulez. Abonnez-vous à Way sur la chaîne YouTube de Salesforce. Vous y retrouvez nos invités, nos chroniqueurs. Activez la petite cloche et dites-nous ce que vous en pensez. Nous lisons vos messages, nous les prenons en compte. Rejoignez-nous sur Way.